Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à un nouveau chapitre de votre cours de philosophie. Il s'agit du chapitre consacré au langage, à la nature et puis à la raison. Alors comme d'habitude, je vous encourage à avoir votre manuel avec vous. Je vous encourage aussi à avoir bien, de quoi noter pour pouvoir suivre et puis rajouter des choses au cours tel qu'il est présenté dans ce polycopier que vous devez bien sûr avoir aussi sous les yeux afin de pouvoir suivre les choses correctement. Alors ce chapitre sur le langage se situe dans la partie du cours qui est la troisième grande partie consacrée à l'anthropologie. Qu'est-ce qui fait de nous des humains C'est la question qui va accompagner toute cette grande partie consacrée à l'anthropologie. On commence par la définition de l'anthropologie, qui vient du grec anthropos, qui veut dire l'homme au sens large, l'homme avec un grand H, et puis logos, qui veut dire la parole vraie, la science. Donc l'anthropologie, ce serait la science de l'homme au sens large. Alors ça paraît un peu généraliste vu comme ça. Si on veut la définir plus précisément, c'est l'ensemble des sciences humaines servant à décrire et expliquer les caractéristiques physiques, morales et sociales spécifiques de l'humanité. Nous sommes un genre, le genre Homo sapiens. Qu'est-ce qui distingue ce fameux genre Homo sapiens de l'ensemble du règne animal ? Et cette question liée à l'anthropologie a commencé à véritablement se poser et prendre une forme, j'ai envie de dire, universitaire à partir du début du XXe siècle. Il y a eu de grands anthropologues, le plus célèbre d'entre eux, c'est bien sûr le français Claude Lévi-Strauss, qui est mort il y a quelques années, à quasiment 100 ans. Claude Lévi-Strauss a passé toute sa vie à voyager à travers le monde et à essayer de comparer les différentes cultures humaines entre elles pour essayer de trouver, au sein de ces différences fondamentales qui peuvent exister entre les différentes cultures, une espèce de lien qui serait un lien peut-être sociologique, un lien civilisationnel qui ferait que, eh bien, malgré les différences énormes qui peuvent exister entre les cultures, soit à travers le temps, soit à travers les lieux géographiques dans le monde, qu'est-ce qui va nous rassembler et faire de nous cette espèce absolument remarquable dans tous les sens du terme, aussi bien au sens amélioratif que péjoratif, et qui, eh bien, va nous distinguer de l'ensemble des autres animaux. Et ça passe forcément, cette acquisition du statut purement humain, par un processus qu'on appelle le processus d'hominisation. Hominisation, vous retrouvez la racine homo, le genre, notre genre à nous. Qu'est-ce qui a fait qu'à travers les siècles, les millénaires, l'homme, au sens large, s'est hissé à ce rang spécifique. Processus d'hominisation, donc de homo, le genre, homo sapiens étant le genre savant, c'est-à-dire nous, c'est l'ensemble des processus d'évolution physique et psychique, comportement, structure sociale, morale, politique, etc., qui caractérisent le passage du primate à l'homme. Nous étions, il y a quelques millions d'années, de simples primates, des animaux parmi les autres, et puis il s'est passé une série d'événements qui ont fait que nous avons quitté ce statut animal, ce statut de primate, pour acquérir ce statut humain. Ce sont les questions qui sont posées par l'anthropologie au sens large. Alors, vous avez peut-être vu sur la chaîne, ça passait sur la chaîne M6 à l'époque, une série qui s'appelait Bones, avec une héroïne qui s'appelait Brennan et qui était anthropologue judiciaire pour le FBI. Alors, faut pas mélanger les choses, l'anthropologie judiciaire, ça existe réellement. La série Bones est basée sur les souvenirs d'une véritable anthropologue judiciaire pour le FBI qui s'appelait Kathy Reich. Et Kathy Reich raconte son expérience à travers ses livres qui ont été adaptés sous forme de séries télévisées. Pourquoi est-ce qu'on appelle anthropologue quelqu'un qui va décortiquer un petit peu des cadavres pour essayer de trouver la provenance, enfin le mobile et l'assassin? Eh bien, on appelle ça des anthropologues judiciaires parce que justement, si vous regardez bien la série, dans le bureau de Temperance Brennan, l'héroïne de la série, vous allez trouver beaucoup de souvenirs de ses propres voyages. C'est-à-dire qu'il y a des statuettes venues d'un petit peu partout, différents souvenirs, parce que visiblement, Brennan, alias Kathy Reich, cette anthropologue judiciaire, a énormément voyagé à travers le monde, est allée à la rencontre de différentes cultures et va utiliser ces éléments culturels pour essayer de déterminer qui a fait le coup et pourquoi la personne a été assassinée. Donc l'anthropologie judiciaire est effectivement une branche de cette anthropologie au sens large. L'anthropologie va regrouper pas mal de disciplines différentes. On pourrait dire que la psychologie, c'est une partie de l'anthropologie, la linguistique est une partie de l'anthropologie.
Bref, toutes ces approches différentes de la culture, la sociologie aussi est une approche anthropologique des choses, eh bien tout ça est regroupé sous ce terme d'anthropologie, la recherche sur l'être humain. Comme je vous le disais, ça apparaît au début du XXe siècle et ça pose cette fameuse question: qu'est-ce qui fait de nous des humains? Qu'est-ce qui fait de nous cette race entièrement à part? Alors, je vous encourage donc sur la suite de ce polycopier à aller regarder un documentaire sur YouTube qui s'appelle Les enfants sauvages. Je vous mets le lien avec le mail que je vous ai envoyé. Regardez ce documentaire. Alors c'est pas un documentaire très fun, hein, c'est pas un documentaire monté de façon un peu spectaculaire. C'est un documentaire qui est assez lent, un documentaire qui prend son temps et qui nous raconte des faits qui se sont réellement passés, d'enfants qui ont été retrouvés dans la nature parce qu'ils ont été abandonnés, parce qu'ils se sont perdus et qui ont dû grandir, passer une partie de leur existence en dehors de toute civilisation humaine. Et c'est très intéressant d'observer ces enfants parce que ils ont grandi en dehors de la civilisation et donc n'ont pas acquis tout ce qui fait, nous, nos réflexes humains. Ça paraît rien comme ça, mais le fait que je vous parle à travers cet écran, le fait que j'ai telle ou telle attitude, le fait que je parle comme je parle, par exemple là, je vous parle d'une certaine façon, je ne parlerai pas de la même façon si je m'adressais à mes enfants, par exemple. Ça paraît être de l'inné, notre façon de parler, les expressions de notre visage aussi, et pourtant, tout ça, ça fait partie des acquis de la société. Donc comment envisager ces enfants qui ont grandi en dehors de toute cette société et qui n'ont pas acquis toutes ces choses-là? Et vous allez voir que le documentaire est très, très intéressant sur tout ça, et puis on va se servir de ce documentaire à travers le cours. Donc on débute le chapitre 5, le langage nous rapproche-t-il ou nous éloigne-t-il du monde? On parlera du langage, de la nature et de la raison. On va voir pourquoi adopter cette problématique et on va essayer de définir les termes importants du chapitre. Alors, une introduction d'abord qui va nous servir à définir et à problématiser. Le langage. Le langage est un processus d'intégration à une culture donnée. On en parlait, il est la première chose que l'on apprend quand on est placé dans une culture, dans une civilisation. Un enfant, on va lui apprendre à parler, il va y avoir un avant et un après le langage, très clairement. Quand un bébé commence à dire ses premiers mots, en général, c'est un peu toujours les mêmes mots, papa, maman, enfin plutôt maman avant papa, parce que visiblement c'est plus facile à dire. Ces mots permettent à l'enfant de commencer, et c'est important, et ça vous pouvez le noter, les premiers mots permettent à l'enfant de conceptualiser. C'est-à-dire de faire des classifications, de faire des catégories. Quand un bébé regarde un chien qui passe dans la rue et commence à dire le mot chien, on voit qu'il commence à conceptualiser, c'est-à-dire à associer l'image d'un chien particulier, ça peut être un chihuahua, un tout petit chien, ou alors un berger danois, c'est-à-dire un chien énorme, et il va commencer à dire chien pour les deux, c'est-à-dire que dans son esprit vont commencer à apparaître des catégories, des classifications qui vont lui permettre tout au long de sa vie à mettre le monde en quelque sorte dans des tiroirs, quoi. C'est-à-dire, voilà, ça c'est telle catégorie, ça c'est telle catégorie. Cette classification du monde autour de nous est très importante et évidemment, elle passe par le langage. Donc vous pouvez le noter, langage égale conceptualisation. Le fait d'avoir des concepts, de faire des catégories pour trier les différents éléments du réel autour de nous. Chez les animaux sauvages, il y a certains types de langage qui existent, mais ils se limitent la plupart du temps à des signes répondant à des besoins primaires. Évidemment, chez les animaux, le langage n'est pas appris. Le langage sert uniquement à des questions de survie. La survie ici et maintenant. Il y a 4 types de signaux qui sont identifiés chez les animaux, dans toutes les races animales. Le signal d'identification, le signal de danger, le signal sexuel et le signal de nourriture. Tout ça, évidemment, sert à l'espèce à se maintenir en vie. Signal d'identification, alors je voudrais revenir sur ce fameux signal d'identification, parce que chez certaines espèces animales, c'est un signal qui est extrêmement développé. Par exemple, chez les fourmis, si vous avez déjà observé dans la nature des petites fourmis, des colonnes de fourmis qui se croisent les unes les autres, vous observerez que tous les individus, toutes les petites fourmis qui rencontrent une autre fourmi, se touchent les antennes. Pourquoi est-ce qu'elles font ça? Eh bien parce que en touchant les antennes, il apparaît que chaque segment de l'antenne d'une fourmi correspond à une identification particulière. Il y a un segment qui correspond à la fourmilière d'où elle vient. Il y a un segment qui correspond à sa fonction dans cette fourmilière. Bref, c'est un langage, c'est quasiment de la transmission de pensée, parce que rien qu'en touchant avec ses antennes l'antenne d'une autre fourmi, elles réussissent à s'identifier comme ça. Si vous prenez une fourmi d'une autre fourmilière et que vous la mettez au milieu de la colonne, elle est immédiatement tuée, elle est immédiatement détruite parce qu'elle est identifiée quasiment, par le toucher, quasiment par la transmission de pensée, comme étant une fourmi n'appartenant pas à la bonne fourmilière. C'est complètement fou. Et on se dit, mais ça va quand même très très loin. Si nous, on pouvait s'identifier de la même façon, on ne peut pas le faire. Mais ce n'est pas de l'acquis.
ça reste quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est instinctif chez les fourmis d'opérer cette identification immédiate. Pareil par exemple pour le signal sexuel. C'est intéressant de voir que chaque race animale a ses propres émissions d'un signal de sexualité. En général, c'est la femelle qui émet un signal pour dire qu'elle est fécondable et qui va donc attirer les mâles. Le mâle va parfois faire une danse autour de la femelle. Les mâles parfois vont se battre entre eux jusqu'à la mort pour conquérir le cœur de la belle. Il y a d'autres animaux qui vont jouer sur les couleurs pour pouvoir identifier la sexualité. Bref, encore une fois, c'est très élaboré et c'est typique de chaque espèce animale. Mais encore une fois, ce n'est pas un comportement acquis. Les animaux n'apprennent pas à danser le tango pour séduire une femelle potentielle. Ils le font parce qu'ils le font, parce que ça correspond à leur instinct, parce que c'est comme ça. Et là, je vais boire une gorgée de café parce que j'ai la bouche extrêmement sèche. Pardon, donc ces différents signaux animaux sont liés purement à la survie. Nous sommes à peu près la seule espèce dans le règne de la nature à pouvoir parler de choses qui n'ont pas d'intérêt pour la vie, la survie. C'est-à-dire que si vous croisez un ami ou une amie et que vous lui parlez de tel artiste que vous aimez bien, ou alors du match de foot ou de basket que vous avez vu la veille, ce sont des propos qui ne sont pas liés à la survie. Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous croisons et nous dites tiens, bonjour, il fait beau aujourd'hui, ah oui, il fait beau, c'est agréable, on espère qu'il fera encore beau demain, merci, au revoir. Ça ne sert strictement à rien, sauf à des éléments qui sont des éléments qui sont purement civilisationnels. C'est-à-dire que notre civilisation tient aussi là-dessus. Mais ce n'est pas de la survie, encore une fois, c'est purement de la vie. Comme disait le philosophe Diogène, l'être humain ne survit pas, il vit et il essaye de vivre bien. Et ça, c'est effectivement très important et totalement lié à notre espèce. Ces différents signaux sont reliés directement à la survie des espèces. Rares sont les animaux qui peuvent communiquer au-delà de ces simples signaux. Alors là, je vais signaler quand même des exceptions. À part les grands singes primates, les dauphins ou encore les éléphants dont le niveau de conscience est plus élevé. Chez les éléphants, je vous l'avais déjà expliqué, il y a des modes de communication qui touchent par exemple les sentiments, les émotions. On sait par exemple que les éléphants qui migrent, qui font leur grande migration à travers les espaces qu'ils habitent. Quand un éléphant est mort l'année précédente, tous les éléphants vont s'arrêter et vont faire une espèce de minute de silence en hommage à cet éléphant qui est mort. Donc ça veut dire qu'il y a une conscience supérieure. Ça sert à rien de faire ça, de rendre hommage aux morts qui sont décédés les années précédentes. Mais ils le font parce que visiblement ils ont un niveau de conscience un peu plus élevé que la simple conscience spontanée qu'on a pu observer dans le chapitre sur la conscience. L'homme est la seule créature... Alors donc oui, les grands singes primates, les dauphins, encore les éléphants, oui pardon. L'homme est la seule créature qui dépasse le cadre de l'instinct, donc à peu près la seule créature, et qui utilise un langage plus élaboré, possibilité de communiquer ses sentiments, je le disais, de transmettre des savoirs. Je vous rappelle le texte qu'on a étudié de Blaise Pascal, avec cette fameuse transmission à travers les âges et différents savoirs, mais aussi de mentir et de tricher grâce au langage. On reviendra là-dessus. C'est vrai que le fait de tricher, c'est quelque chose qui est assez spécifique à l'espèce humaine. De plus, chez les humains, le langage n'est pas instinctif, mais appris. Nous mettons plusieurs années à apprendre le langage de notre culture, puis d'autres langues de cultures différentes. Il faut distinguer 3 termes. Le langage, c'est la capacité pour un humain d'utiliser des paroles articulées pour communiquer. Un langage, c'est pas la même chose, ou une langue, c'est un système de communication et d'expression utilisant des signes différenciés. Cela n'est pas propre à l'homme, les animaux et les machines possèdent leur propre langage. Donc autant le langage, c'est typiquement humain, autant un langage ou une langue, on se rend compte qu'il y en a aussi chez les animaux, bien sûr. Et puis 3, la parole. La parole, c'est la mise en œuvre du langage comme faculté d'expression et de communication dans une langue déterminée. Les signes, ils sont la base toujours apprise de l'apprentissage d'une langue. Les signes forment toujours les premières briques élémentaires d'une langue donnée. Chez nous, les premiers signes, ce sont évidemment, alors dans la langue parlée, ce sont les phonèmes, ce qu'on appelle les phonèmes, c'est-à-dire mais aussi les lettres dans le langage écrit, c'est-à-dire un S, un R, un T, un P. Ce sont les toutes premières briques élémentaires qu'on apprend, les premières briques du langage, ou d'un langage, ou plutôt d'une langue. Si l'on reprend notre question, le langage nous rapproche-t-il ou nous éloigne-t-il du monde? On s'aperçoit que cette question peut être comprise en 2 sens différents. Donc il y aurait 2 problématiques dans ce chapitre. Le premier sens, c'est puisque les langues sont apprises, que les signes d'une langue ont été inventés par nos différentes cultures, peut-on dire que le langage ressemble au réel autour de nous? Pourquoi est-ce que, comme je disais tout à l'heure, quand on fait la catégorie chien,
C'est une seule catégorie pour des animaux qui sont très différents. Comparé à un tout petit chihuahua ou un Yorkshire avec un énorme berger danois, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même forme, c'est pas le même animal. Et pourtant, on classe des catégories. Ces catégories sont-elles fidèles à la réalité? Encore une fois, on est sur la question de la conceptualisation. Les mots et les choses ont-ils un rapport mimétique, c'est-à-dire ça ressemble, conventionnel, c'est-à-dire un jour on s'est dit bah, on utilisera tel mot pour dire telle chose, ou arbitraire, c'est-à-dire ça a été dû au hasard le plus total, si on dit chien pour montrer un chien, si on dit chat pour montrer un chat, si on dit maison pour montrer une maison. Deuxième sens, deuxième problématique en quelque sorte, ce serait le langage peut être source de bonne ou de mauvaise interprétation. C'est l'exemple par exemple de l'ironie. Si dans un conseil de classe, on me demande mon avis sur un élève et que je dis ouais cet élève-là, on va dire qu'il a de belles baskets, les expressions de mon visage montrent clairement que je fais de l'ironie. C'est-à-dire c'est un élève soit qui est très paresseux, soit qui n'a pas vraiment de grandes capacités intellectuelles. Et du coup, je vais utiliser un petit peu d'humour en disant bon, il a de belles baskets quoi. Si quelqu'un comprend l'ironie, il va se dire ok, je vois ce qu'il veut dire. C'est pas un élève terrible. Si la personne ne comprend pas l'ironie, ne comprend pas mes signes du visage et ne comprend pas le sens profond de mes paroles, cette parole va me dire bah oui, on s'en fiche qu'il ait de belles baskets, il est bon ou il est pas bon. Et là, je vais dire non mais attends, c'était de l'ironie. Ah oui, d'accord, c'était de l'ironie. Donc l'ironie, c'est l'exemple typique du fait que parfois le langage, que ce soit le langage du corps ou le langage articulé, le langage, la langue vernaculaire, comme on dit en philosophie, qui est utilisé peut être mal interprété, mais aussi les différences d'un langage à l'autre. Donc ça, c'est intéressant d'établir une problématique là-dessus, c'est-à-dire que le malentendu prouverait effectivement que le langage n'est pas une chose parfaite, et c'est notamment ce que disait Nietzsche, c'est-à-dire que le langage, pour Nietzsche, est une source de tromperie. Et là, je suis en train de regarder où j'en suis rendu. Eh bien, on va arrêter pour cette introduction, puisque la vidéo est déjà un petit peu trop longue. À très vite pour la partie suivante de ce chapitre.